Les super-pouvoirs peuvent être physiques, mentaux, acquis par hasard ou après une quête personnelle. Il en va de même pour nos CMO multitâches et capables de rendre leur entreprise future-proof, tout en jonglant avec les exigences de la World Company. Plutôt que de parler stratégie et performance, nous avons décidé de sonder la personnalité de certains marketeurs du CMO Council de Service Plan, un club exclusif lancé en 2017 à Munich et étendu à la Belgique en 2022, réunissant les directeurs marketing les plus influents du pays. Présentez-vous en quelques mots. Bonjour, je m'appelle José Fernandez, je suis Chief Marketing Officer chez Ditheren depuis 2019. Quel super-héros CMO êtes-vous? Alors, je me suis plongé dans la trilogie, les Marvel. Je pense que Fantastic Man est un personnage qui correspond assez bien au CMO en général, mais moi en particulier. Contrairement à ce que son nom indique, c'est plutôt quelqu'un qui est élastique, hein, donc flexible et qui sait s'adapter en toutes circonstances, à l'environnement autour de lui et au changement. Et s'il y a bien quelque chose que ma carrière de quelques 35 ans m'a montré, c'est surtout que il y a peu de choses dans les plannings en fait. La vie d'un marketeur est surtout faite d'imprévus et d'adaptation. Voilà, moi je me définis un peu plus comme quelqu'un qui est visionnaire dans son approche plutôt qu'un tacticien. Euh, et du coup, ben, j'ai pris le soin, avec l'âge on devient un petit peu plus sage, de m'entourer de gens assez différents, donc qui sont très complémentaires à ma manière de fonctionner et qui me permettent effectivement d'organiser au mieux l'activité de l'entreprise, parce que je disais en début de podcast, il y a beaucoup de choses qui sont imprévues et qu'on peut planifier entre guillemets, mais il y a aussi beaucoup de choses qui doivent être planifiées. Et la vie du marketeur aujourd'hui, avec la technologie, avec un certain nombre d'éléments qui sont liés à la pression sur les budgets notamment, nécessite d'être rigoureux en matière de gestion budgétaire, de planification de campagne, même si on sait qu'à un moment, ce qu'il y a dans le plan, ben, ça va rester du plan et il y aura la réalité à côté qui sera probablement un petit peu différente. Quel a été le plus grand défi de votre carrière? Alors, j'ai parlé du Covid, effectivement. Je pense que c'est une période où toutes les entreprises ont été amenées à se réinventer. Bizarrement, on retourne vers une espèce de normale. Là, on a l'impression que c'est déjà très loin derrière et que les bons réflexes qu'on aurait pu prendre à certains moments ont disparu. Ça, je pense que c'est un moment assez marquant. J'ai vécu aussi dans le passé, dans ma carrière, pas comme CMO, mais comme patron d'agence, des moments pivots importants. Moi, j'étais à l'époque, avant l'acquisition de LBI par le groupe Publicis, CEO de LBI, et on a réinventé en fait le modèle. LBI était une boîte très technologique qui faisait des sites internet pour des Proximus de ce monde et des SNCB de ce monde. Et puis on a repositionné l'agence parce que simplement ce modèle-là n'était plus viable. En fait, c'était un modèle dans lequel la technologie et les aspects IT n'étaient pas en phase avec l'ère du temps. Mais donc on a repositionné beaucoup plus LBI en tant que Digitas à ce moment-là en 2013 comme une agence digitale. Euh, En 2013, c'est vrai que ces derniers jours, on se pose des questions sur l'avenir des agences digitales. Est-ce qu'elles existent encore quelque part? Donc, c'est quelque chose d'assez assez marquant. Mais je dirais ça, c'est un pivot intéressant. On jouait un peu notre va-tout. On a fait tapis en disant on va se positionner là, très loin de là d'où on venait. Et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Euh, Publicis a racheté l'agence, puis l'a intégré dans un espèce de consortium international qui est un petit peu le mode de fonctionnement aujourd'hui de la quasi-totalité de l'espace publicitaire et d'agences dans notre marché. Encore quelques petites agences locales, hein, mais elles vivent bien, elles se défendent. Avez-vous eu un ou des mentors? Je ne pourrais pas parler de mentor en tant que tel, mais j'ai rencontré dans ma vie professionnelle deux personnes qui m'ont vraiment, je dirais, l'une inspirée et l'autre forgée quelque part. Donc moi, j'ai démarré ma carrière chez Van de Mortel, plutôt dans une fonction commerciale, moins marketing, beaucoup de sales, business développement, négociation avec le retail. Et mon patron de l'époque était basé à Londres et s'appelait Stuart Banks. Je ne sais pas s'il est encore de ce monde aujourd'hui. C'était un commercial anglais extraordinaire dans la négociation avec le retail. Il était capable de te retourner un acheteur de retail de manière extraordinaire. J'ai beaucoup appris à son contact au niveau commercial.
Et si je parle du commercial, c'est parce que le marketing, c'est une forme avancée de sales et que l'un ne vit pas sans l'autre. On tord un peu la phrase de Ogilvy, on peut se retrouver avec le fait que if it doesn't sell, it's not marketing. Il avait parlé d'advertising, mais c'est vraiment ça, je pense. Le marketing est une arme au service des entreprises pour développer leur activité, mais aussi pour influencer la culture populaire des consommateurs. Les grandes marques ont une influence quand même qui est de plus en plus marquante. Et c'est quelque chose qui me parle aussi. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé chez D'Ieteren d'ailleurs. Le deuxième, c'est Mathieu Morgenstern, que j'ai rencontré et connu pendant 2 années lorsque LBI est devenu Digitas et passé dans le giron de Publicis. Quelqu'un de jeune, de dynamique, qui vient du monde des startups et que j'ai trouvé terriblement pointu sur certains domaines. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, qui m'a soutenu au moment où on a bougé un petit peu les meubles chez Digitas en Belgique. Quels sont vos rituels pour rester créatif sous la pression? Alors moi j'ai un rituel sportif, c'est que je cours énormément et je recommande à tout le monde, ça coûte beaucoup moins cher qu'un psychologue. Acheter 1 ou 2 paires de baskets par an et puis c'est bon. Mais enfin, d'autres gens qui courent aussi ont la même expérience que moi, c'est-à-dire que pendant que tu cours, ton cerveau est en mode actif et il m'arrive de résoudre des problèmes du boulot en courant, en me disant tiens, j'ai 2 possibilités, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, c'est un rituel. En tout cas, c'est une des méthodes. L'autre, c'est de rester très stoïque en fait, hein, parce qu'on est en permanence assailli de demandes et il y a une grosse pression effectivement. Pour rester créatif, moi je lis beaucoup et je me gave beaucoup de news en fait, euh, notamment les news de Media Marketing, qui est le premier mail que j'ouvre tous les matins. Mais pour le reste, je pense qu'effectivement, le CMO, il doit être à l'écoute de la société, de ce qui se passe au niveau business, produit, etc., mais aussi de l'air du temps, quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait bouger les consommateurs, quelles sont les tendances culturelles du moment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et alors, je suis fort en contact, bon, j'ai des enfants d'un certain âge, 20 et 27 ans, ce qui me permet aussi de me connecter à une génération qui n'est pas la mienne et de comprendre certaines choses sur l'environnement, sur l'éco-anxiété, sur le féminisme, qui me permet aussi de comprendre un peu dans quel monde on vit et comment ce monde évolue. Donc ça, c'est mes 2 ans. Le sport et un peu la hyper-connectivité. Voilà, je suis souvent sur mon téléphone, on m'en le reproche parfois, mais je pense que c'est une manière de rester en contact avec l'actualité. Comment gérez-vous le stress au quotidien? Je suis quelqu'un de nature assez stoïque et résiliente. Enfin voilà, l'histoire de ma vie fait que j'ai pris quand même un peu de distance par rapport à ce qu'est la vie professionnelle versus ce qu'est la vraie vie. Et donc, même si je suis pleinement investi dans ma vie professionnelle, il m'arrive souvent, j'ai quelques collègues ou des gens dans mes équipes qui parfois sont pris énormément de stress. Ma phrase fétiche, c'est, tu sais, c'est juste un job, quoi. C'est juste un job. Il y a tellement de choses à aller découvrir en dehors de ton boulot. Donc, il faut rester quand même un petit peu humble dans nos métiers. On n'est pas en train de changer le monde, hein. Donc, le CMO, dans son rôle de CMO, il participe à une certaine transformation. Et je regarde ce qu'on fait chez D'Ieteren, je serais extrêmement fier à un moment donné de pouvoir dire j'ai participé à une certaine forme, avec mes collègues évidemment, parce que c'est pas un boulot uniquement du marketeur, mais de transformation de la mobilité, de décarbonation de notre société et de se dire bon, on aura au moins essayé quelque chose. Voilà, et peut-être que ça marchera, peut-être que ça marchera pas. Ça, je pense que c'est important de ramener les gens dans une forme d'humilité et aussi en même temps de leur dire, OK, il y a pas que le boulot dans la vie, même si tu es sous une angoisse terrible au niveau professionnel, prends de la distance, sors, va voir les fleurs, va voir les montagnes et essaye un peu de déconnecter. La vie est tellement plus large que ton job et ton PC, donc c'est un petit peu mon conseil pour les plus jeunes qui nous écouteraient. Ça fait un peu boomer, hein, mais
Est-il plus confortable pour un CMO de travailler sur un marché local plutôt que global? Si je dois me comparer à mes illustres collègues pendant le secteur automobile chez BMW ou chez Stellantis, j'ai des marges de manœuvre beaucoup plus larges dans mes choix, dans nos choix, au niveau marketing, au niveau simplement choix des agences, par exemple. On essaye de faire vivre un écosystème local, nous on y tient beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas avec des boîtes internationales, mais on est un importateur local qui est plus libre de ses actions. Et effectivement, pour un CMO, c'est une situation plus confortable. Si je devais juste appliquer les plans qui me sont dictés par Paris, Munich ou Shanghai, bon, c'est intéressant, il y a quand même des défis, hein, je ne veux pas dire, mais effectivement, on est plus dans une cuirasse qui est plus contraignante, ce qui n'est pas notre cas. Donc c'est effectivement un gros avantage. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas uniquement chez Edith bien entendu, mais j'avais une présentation il y a quelques semaines dans le cadre de l'UBA. Euh, les, les CMO très influents, les entreprises marketing très influentes, je pense à Procter, à Unilever, à Coca-Cola, les CMO dans ces entreprises-là, aujourd'hui, ont une voix qui porte moins que celle de leur CFO. Et effectivement, on a une tendance à la financiarisation de l'activité des entreprises, ce qui est logique. Hein. Je suis aussi tout à fait conscient de ce qu'est un PNL et du fait qu'il faut balancer les recettes, les coûts et atteindre certains objectifs financiers. Mais les CMO ont perdu en influence. Ça, je pense que c'est un constat. Simplement parce qu'on est toujours perçu quand on est CMO comme le gars qui va dépenser, c'est-à-dire j'ai mis beaucoup de temps à convaincre mes collègues et maintenant ils y sont arrivés de parler d'investissement en marketing et pas de coût marketing. Parce que cette notion de coût, ben, c'est toujours quelque chose qu'on peut squeezer si ça va mal. Et ça sert aussi à ça, il y a un effet amortisseur. Mais je reconnais effectivement que le CMO aujourd'hui est dans une fonction où il a perdu en influence, je pense. Et quand j'en discute avec mes homologues, on a quand même encore une part d'influence, notamment sur l'exposition des marques vis-à-vis du consommateur. Mais ça reste quand même effectivement, aujourd'hui, les entreprises sont quand même très très fortement sous des profils CEO, CFO qui sont orientés vers les aspects financiers. L'efficiency et le storytelling sont-ils compatibles dans votre domaine d'activité? L'efficiency marketing, ça va être un focus assez fort pour 2025 probablement. C'est une manière de conforter et d'aider le rôle du CMO auprès de sa direction financière. Il y a rien de plus difficile aujourd'hui, et on est tous confrontés à ça, d'être en discussion avec son collègue CFO et on vous dit mais est-ce que tu peux me prouver l'efficacité de cette campagne, quel est le ROI, euh, quel est le business case qui va permettre de générer des revenus. Évidemment, le marketing, c'est pas uniquement des flonflons et de la créativité, c'est aussi avant tout des tableaux Excel avec des chiffres. Et ça, je pense que c'est quelque chose, l'approche efficiency va permettre de remettre ça en avant. On sent aussi qu'il y a ce côté, en même temps, c'est un peu schizophrénique, hein, de dire il faut que le marketing et la communication reprennent cette notion de conteur d'histoire, en fait, de passeur de savoir, de arrêter de nous parler des features des produits. Et je suis dans un secteur où effectivement, on a une tendance très 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 forte à parler des autonomies, des consommations, maintenant avec les véhicules électriques, effectivement, de la puissance de la batterie, etc. Mais ça intéresse relativement peu les consommateurs. Ça les intéresse à un moment dans leur customer journey, Mmh. mais ils veulent qu'on leur raconte des histoires. Et la publicité est un très bon vecteur, elle a toujours été pour pouvoir faire du storytelling. Donc je suis effectivement assez fort dans cette approche-là. D'ailleurs, nos deux derniers spots sur Volkswagen, The Car of Your Life, d'abord c'est de la production purement locale, donc on a dit à nos amis allemands merci mais non. On a travaillé avec une agence bruxelloise qui est TBEA et les deux spots sont vraiment totalement empreints de belgitude et racontent quelque chose alors qu'on n'y voit personne. Hein, et on a fortement travaillé cet aspect storytelling parce qu'on considérait effectivement que c'était quelque chose d'important dans la manière de projeter les marques vers le consommateur. Qu'attendez-vous de vos agences partenaires? C'est un vrai sujet.
Comment l'expliquer? Je pense qu'aujourd'hui, bon, quand on parle des agences, on peut voir à de large, mais sur l'efficiency, on travaille surtout avec nos agences médias. Nous, chez Editoron, on a fait le choix, quand je suis arrivé en 2019, d'internaliser une grosse partie de notre planning média, mais de continuer à travailler avec une agence Space, en l'occurrence, pour l'achat média et pour l'achat des médias offline et le planning offline. Euh, il y a une focalisation dans les agences aujourd'hui pour des raisons de structure, de staffing, de coûts sur les aspects opérationnels. Les aspects purement stratégiques aujourd'hui sont de plus en plus accaparés au niveau des annonceurs et je pense que c'est une tendance de fond qui va continuer à se mettre en place et qui va être handicapante pour le futur des agences. Donc elles sont en train de se réinventer depuis un certain temps, mais c'est pas quelque chose d'évident au niveau des, je parle ici des agences médias. Au niveau des agences créatives, on voit aussi l'émergence de l'intelligence artificielle, tout ce qui est production, qui va quand même évoluer très très fortement. Donc, quand on met les deux ensemble, on voit effectivement que le niveau d'attente que peut avoir un annonceur aujourd'hui pour répondre à ta question sur le, la capacité à répondre à ces défis sur l'efficacité, on n'y est pas encore tout à fait. Et ce sont souvent des partenaires extérieurs qui interviennent sur du media mix modeling, sur des modèles d'attribution, qui sont des compétences qu'aujourd'hui les agences ont du mal à acquérir ou qu'elles ont du mal à vendre. Parfois elles les ont, elles ne parviennent pas à les marketer correctement, donc c'est un vrai défi, je pense. Bah, je pense qu'il y a deux choses qui sont inhérentes à ce qu'on a dit au début du podcast. Le premier, c'est une très grande flexibilité, et qui dit agence dit aussi planification, et donc c'est pas toujours évident, mais si nous on doit être flexible en tant qu'annonceur, il est évident que nos partenaires doivent aussi montrer une certaine forme de flexibilité. Et ça, je pense que beaucoup d'agences se sont organisées pour pouvoir répondre dans des temps très courts à certaines demandes. Ça, c'est le premier temps. De nous nourrir aussi en termes d'innovation. Bon, nous, on est dans un microcosme, en tout cas pour D'Ieteren. Moi, j'ai pas d'homologue à l'international avec des sessions d'inspiration à Londres. On a évidemment le groupe Volkswagen, mais qui est très orienté produit, hein, donc sur le marketing, ils interviennent très très peu en fait, voire pas du tout. Et donc là, on a aussi besoin des agences pour nous nourrir en termes d'innovation. Et également amener aujourd'hui le gros défi qu'on a là dans les 2-3 ans qui viennent, c'est vraiment lié au business model sur l'intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Et l'IA dans tout ça? Ça fait 1 an qu'on fait des tests dans tous les sens, hein, optimisation. Il y a des trucs qui marchent très bien, mais qui sont pas l'œuvre des agences. Hein. Si je regarde ce qu'on fait avec Google ou Meta, il n'y a pas beaucoup d'intervention de nos partenaires d'agences là-dedans. Ça nous permet effectivement d'optimiser très très fortement le coût de nos campagnes et de faire baisser en fait le coût d'acquisition, le cost per view, tous les paramètres KPI qui sont liés aux campagnes digitales. Et de l'autre côté, aujourd'hui, je pense que toutes les agences cherchent sur quel va être le business model avec l'AI qui fait qu'on ne se tire pas une énorme balle dans le pied. On nous importe aujourd'hui certains de nos partenaires viennent avec des très bonnes idées, mais c'est on top des budgets, c'est des coûts additionnels, et quand on dit qu'est-ce qu'on va couper comme coût, en gros, il faut à un moment donné, ça peut pas être, pour moi, l'AI ne peut pas être que un business model lié à la réduction de coûts, mais ça doit aussi être ça. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'éléments qui apportent de la technologie. Ce package technologique autour de l'AI, ben, il a un coût. Mais derrière, si on ne parvient pas à contrebalancer l'amélioration, par exemple, en termes de production d'assets digitaux, qui est un use case assez commun, si on nous dit, ben, on va le faire avec de l'AI, mais vous allez continuer à payer un account, un créatif, il y a un truc qui va pas. Et je pense qu'en fait, les agences ont du mal aujourd'hui à trouver le business model, et je comprends tout à fait le dilemme. Si on regarde 70-80% aujourd'hui des revenus d'une agence, c'est de la production. Si demain tu balances tout sur ChatGPT et tu fais des generative AI pour tout ça, tu te retrouves quand même avec un gros problème financier, bottom line, en termes de rentabilité et de génération de revenus. Donc mais ça, je pense que ça va être un challenge des 2-3 années à venir, et je crains qu'il y ait quand même beaucoup de chamboulements dans le marché dû à ça. Un conseil ou un message aux jeunes qui veulent devenir CMO? Moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut s'orienter vers le marketing, fait d'abord de la vente.
Parce que dans la vente, on voit des vrais clients. Marketeur, quoi qu'on en dise, il est assez loin du client. Il les voit à travers des études, il les voit à travers des KPI, mais le métier, pour moi, qui est très formateur, moi j'ai commencé par ça, voilà, c'est d'être vraiment les pieds dans le terrain, vendre un produit, un service à un client. C'est extrêmement formateur pour le marketeer sur quel est le produit, quel est son positionnement, qu'est-ce que je dois communiquer. En fait, des 4P de Cutler, on les vit de très près au niveau commercial. Et donc, si tu veux devenir un professionnel du marketing, apprends ce métier, mais pas uniquement à travers la technique. Et aujourd'hui, moi, j'ai eu la possibilité de donner cours à l'ICHEC, notamment, pas très loin d'ici. Et je me rends compte qu'énormément de jeunes, en fait, ils sont avides d'apprendre des technologies. Comment est-ce qu'on fait du SEA, comment fonctionne le programmatique. Mais ça, c'est pas du marketing, c'est juste un outil. Et donc, on peut devenir un expert dans programmatique ou l'achat programmatique qui va être probablement remplacé par l'AI. Donc, c'est déjà un métier un peu disappearing, vanish and gone. Mais on a ce premier élément. Le deuxième, c'est de rester tout le temps nourri, de constamment apprendre. Donc, apprends un métier et continue à te former. Rien n'est jamais acquis. On doit continuer à se former sur tout ce qui est évolution dans nos métiers, mais aussi en dehors. Merci José. Merci Fred. C'est ainsi que se termine cet épisode. Un immense merci à notre invité du jour pour avoir partagé son expérience, ses insights et un peu de ses super pouvoirs avec nous. Si cet épisode vous a plu, ne manquez pas les prochains, où nous continuerons de dévoiler les talents cachés et les pouvoirs extraordinaires de ceux qui façonnent l'avenir du marketing. Une collaboration Service Plan Group et Média Marketing.